Bonjour et bienvenue au Forum du patrimoine. Nous sommes reçus à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, au cœur du Palais de Chaillot à Paris. Ce forum est organisé par le magazine Atrium et Atelier d'Art de France, avec le soutien de la Fondation France Bois Forêt pour notre patrimoine. À mes côtés, deux invités ce matin qui viennent nous parler du plomb, de l'exposition des professionnels au plomb, et tout particulièrement dans les métiers d'art. À ma gauche, M. Daniel Pellegrin, vous êtes ébéniste et membre d'Atelier d'Art de France. Bonjour. Et administrateur d'Atelier d'Art de France. À vos côtés, Amandine Steck, vous êtes maître verrier en restauration et en création contemporaine et membre d'Atelier d'Art de France. Bonjour. Bonjour. Peut-être dans un premier temps, pouvez-vous nous expliquer quel est le souci par rapport au plomb pour les métiers d'art ? Oui, c'est suite à une consultation publique donc, de l'Agence européenne des produits chimiques qui concerne le plomb. Et notre chambre syndicale s'est posée concrètement sur cette question-là pour produire des documents d'analyse et de synthèse juridique et professionnelle pour aider les 38 000 entreprises individuelles des métiers d'art à aborder concrètement cette question-là qui devient de plus en plus draconienne. Car à la lecture de ce rapport, le plomb fait l'objet d'un encadrement de plus en plus strict, notamment sur les valeurs limites biologiques, qui sont à l'heure actuelle de 300 microgrammes par litre pour les femmes et de 400 microgrammes par litre pour les hommes, en disant que cette limite-là actuelle, elle est plus protectrice pour la France, puisqu'au niveau de la communauté européenne, elle est portée à 700 mg par litre. Donc, on se rend compte qu'en France, par rapport à la communauté européenne, la dangerosité est moindre dans l'utilisation du plomb. Et cette mesure pourrait prendre effet fin 2021, début 2022. Et ça pourrait conduire, si les limites qui sont demandées, à savoir 150 mg par litre, à pratiquement interdire l'utilisation et le travail du plomb pour l'avenir. Donc, pour les métiers d'art, c'est un véritable défi qui est posé pour la restauration du patrimoine national, mais aussi pour la création. Et nous avons dans nos ateliers donc, des exemples de précautions, de mise en œuvre de pratiques en hygiène et sécurité, afin de prendre toutes les précautions pour utiliser le plomb, pour qu'il soit le moins dangereux possible et en l'utilisant comme tous les autres produits qui ont une dangerosité. Et si le rapport européen donc, fait référence, et encore à la marge, des objets en cristal et de l'utilisation de la feuille de plomb dans le cadre de la construction, les activités qui sont liées aux vitraillistes, aux émailleurs, aux céramistes, aux autres métiers intervenant dans la restauration du patrimoine bâti, comme les couvreurs, les peintres muraux, les ébénistes, les charpentiers, les tailleurs de pierre, et j'ai même vu les facteurs d'orgue et les ferronniers. Et cette liste-là n'est pas exhaustive. On a calculé plus de 3000 entreprises, métiers d'art, directement concernées par le travail du plomb. Et comment prendre en compte donc, des bonnes pratiques exercées dans nos ateliers pour trouver l'équilibre entre la réglementation législative et préserver l'exercice de notre métier. La prévention des risques est essentielle. Elle doit être une préoccupation des pouvoirs publics et préalable à la mise en place de toute réglementation. Et sur cette question-là, nous pensons à Atelier d'Art de France qu'il serait peut-être nécessaire de définir les normes d'hygiène et de sécurité raisonnables, applicables et adaptables pour préserver la santé des professionnels des métiers d'art. Les pouvoirs publics avec la médecine du travail ne devraient-ils pas apporter leur aide pour la mise en œuvre de pratiques
d'équipements en faveur de l'amélioration des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité. Et comment prendre en compte cette question de réalité professionnelle pour utiliser le plomb pour ses caractéristiques uniques, non substituables, et comment construire un juste équilibre entre principe général de précaution et responsabilisation de chacun, entre impératifs sanitaires et applicabilité de la réglementation pour ces PMA, dont le cœur et donc la santé sont le premier outil de travail. On comprend effectivement l'inquiétude des professionnels qui sont amenés à utiliser le plomb dans leur quotidien, et on a bien compris effectivement que ça représentait beaucoup de professions très différentes. Peut-être un exemple concret avec vous, Amandine Steck. Comment est-ce que vous utilisez à quel moment est-ce que vous utilisez le plomb finalement dans votre métier? Alors, dans le vitrail, le plomb, il intervient pratiquement à chaque étape, dans le sens où c'est quand même une des deux matières principales, puisqu'un vitrail, c'est du verre et du plomb. Donc, on est exposé au danger du plomb, essentiellement quand on démonte les vitraux anciens pour pouvoir les restaurer, quand on fait de la peinture sur verre, parce que c'est de la peinture qui est aussi à base de plomb pour qu'elle puisse se fixer sur le verre. Les peintures qui sont sans plomb tiennent beaucoup moins bien dans le temps sur le verre que celles qui sont à base de plomb, parce que ça leur permet vraiment de pénétrer dans la matière. Et aussi à l'assemblage, forcément, puisque les morceaux de verre sont assemblés avec du plomb et soudés à l'étain avec un mélange qui est à base d'étain et de plomb, donc aussi à ce moment-là. Effectivement, c'est vraiment toute la journée que vous manipulez du plomb, et on ne peut pas vraiment s'en passer. Pas du tout, en fait, ça fait 1500 ans qu'on fait du vitrail avec du plomb. Je pense que depuis le temps, on a quand même dû essayer autre chose aussi, mais finalement, il n'y a pas d'autres matériaux qui soient aussi flexibles et qui se soudent à aussi basse température, en fait, qui ne met pas de contraintes sur les verres pour que ça se tienne dans le temps. Le plomb est à la fois solide et flexible, ce qui fait que c'est ce qui permet justement de ne pas risquer la casse des verres. Un peu comme le principe du roseau et du chêne. En fait, si on a quelque chose de trop costaud, c'est le verre qui va prendre les chocs, alors que le plomb permet au vitrail de rester souple et du coup l'ensemble bouge et sans contrainte sur les verres. J'imagine que même si vous aimez beaucoup votre travail, vous n'avez pas envie d'être malade, et que donc il y a bien des moyens de se protéger des poussières, surtout du plomb et de la manipulation. Ouais, essentiellement poussière, un peu de vapeur au niveau de la soudure, mais effectivement, de toute façon, notre santé, c'est notre premier outil de travail. Donc c'est effectivement ce dont on prend soin aussi. Donc, on est conscient de ce risque et on s'en protège le mieux possible. J'allais vous dire comme on peut, mais c'est pas forcément le terme adapté. Donc, la base, déjà, c'est d'avoir des vêtements dédiés à l'atelier pour éviter de faire autre chose en dehors avec des poussières de plomb qui pourraient être sur nos vêtements. Et la protection par des gants, notamment au niveau du démontage, parce que c'est là qu'il y a les oxydes de plomb les plus nocifs en fait, à la manipulation, donc des gants pour le démontage, et des masques FFP3 qui filtrent les poussières de plomb quand on démonte, justement, parce que c'est là qu'il y a pas mal de poussière, quand on soude et quand on peint. Parce que la peinture est aussi à la base en poudre. On la mélange avec différents liants, mais les oxydes métalliques sont en poudre à la base. Donc ça, c'est l'essentiel. Et surtout, la règle de base en fait, dans un atelier, c'est déjà de ne pas y manger dedans. Et surtout de se laver les mains avec une extrême minutie dès qu'on sort de la table de travail et de rien faire d'autre avant qu'on se soit correctement lavé les mains. Je vous remercie pour ce témoignage. Je vous propose d'écouter le témoignage d'une autre personne, un potier en terre vernissée, Monsieur François Freinet, dont nous avons recueilli le témoignage. Donc, je suis potier de terre vernissée depuis une quarantaine d'années. J'ai fait mon apprentissage de plusieurs façons, sur un mode artistique aux Beaux-Arts de Bourges, dans l'atelier Lerat Moï. Et j'ai une formation plus technique par mon passage à la poterie de Cliouscla pendant 2 ans. J'ai commencé par le grès et rapidement, donc à la poterie de Cliouscla, j'ai appris à manipuler la terre vernissée et donc à utiliser le plomb. Donc, ce qui sera le sujet de
mon intervention. Le problème du plomb n'a pas été... dans les années 80, ce n'était pas trop un problème, on en parlait peu, c'était peu pris en compte dans les ateliers et il faut reconnaître que c'était un peu négligé. Les choses ont changé progressivement et c'est heureux sur l'usage du plomb, sur les précautions qui devaient être prises autour de cet usage. Actuellement, pour les hommes exposés à l'usage du plomb, la limite est de 400 microgrammes par litre de sang. Pour les femmes, c'est 300 microgrammes. Personnellement, je navigue entre 150 et 250 microgrammes de plomb par litre depuis 40 ans. Aujourd'hui, c'est le principe de précaution qui prévaut en tout, et de plus en plus, et dans tous les domaines de la société. J'ai dit que c'était une chose importante et utile que cette réglementation ait changé, qu'elle est devenue de plus en plus pointue. Cependant, on atteint maintenant des limites dans le sens que ce principe de précaution devrait plutôt se muer en principe d'utilisation, non pas bannir l'usage du plomb de nos ateliers, mais plutôt nous aider à l'utiliser, parce que pour moi, il n'y a pas de solution alternative. Autrement, bien sûr, je les aurais choisis, bien sûr, je le ferai. La réglementation est aveugle aux conditions de travail, à notre réalité économique et aux recherches artistiques et à leur finalité. Cela devrait être pris en compte lors de contrôle. Je pense qu'il faut faire la différence entre nos petits ateliers et la grande industrie. C'est pas le même monde, c'est pas les mêmes critères qui devraient s'appliquer dessus. Personne n'a envie de s'empoisonner. Moi, je contrôle mon taux de plomb dans le sang, je me lave les mains, je change de vêtements le soir les jours où j'utilise le plomb. J'ai un atelier en plein air pour cela. Je prends les précautions nécessaires pour ne pas m'empoisonner. Personne n'a envie de ça. Mais je le répète, il n'y a pas que le plomb. On est appelé dans nos métiers à utiliser bien des produits dangereux. Et le plomb, c'est en fait extrêmement minime. Si j'interviens aujourd'hui dans ce salon, c'est bien parce que je suis un des derniers à l'utiliser. Pour finir, je voudrais donc parler des solutions de remplacement. Alors, elles existent bien sûr. On trouve des vernis sans plomb qui donnent un décor figé et sans éclat. Je rappelle que le plomb mélangé à la silice, c'est du silicate de plomb à la cuisson. Et le silicate de plomb, c'est le cristal. C'est la formule du cristal. Donc, c'est ce qui donne l'éclat, la brillance de nos produits. On ne peut pas le remplacer. Si on pouvait, bien sûr, ça serait fait. On peut, mais au dépend de la qualité de nos produits. On peut utiliser des couleurs industrielles qui n'ont aucune nuance et peu d'intérêt à mon goût. Pour ma part, je préfère utiliser un oxyde de cuivre, un oxyde de cobalt qui était celui utilisé par la dynastie Tang au 7e siècle ou au Moyen-Âge dans la région parisienne pour l'oxyde de cuivre, qui sont des couleurs beaucoup plus nuancées, beaucoup plus intéressantes et qui ont une vraie histoire. Je pense que dans un salon du patrimoine, ça devrait vous toucher. Donc mon choix est celui des céramistes qui veulent garder vivante cette tradition plus que millénaire et de continuer d'utiliser ces produits pour offrir à notre monde des témoignages renouvelés de ce patrimoine historique. Nous voilà de retour à Paris. Qu'en pensez-vous? Partagez-vous ce témoignage et cette expérience dans votre profession, dans le retour des adhérents? Oui, M. Freinet le dit, 40 ans d'activité, son taux de plomb a varié entre 150 et 250, il ne s'est pas mis en danger, quoi. Donc, c'est toujours sur cette question-là, entre une législation qui sort des chiffres, quoi, et qui est complètement aveugle, comme il le disait, d'une réalité concrète. Car effectivement, le plomb il existe depuis des millénaires.
au XVIIIe siècle qu'on s'est rendu compte qu'il était dangereux. Hein. Donc, mais on l'a utilisé au XIXe siècle, au XXe siècle, et au cours des dernières décennies, là, on a quand même pris des mesures de prévention qui ont considérablement amélioré pour ne plus tuer des gens, quoi. Dans les métiers d'art, on n'a pas de constat concret qui nous permettent de dire que sur 38 000 entreprises ou 5 000, il y a eu tant de décès de saturnisme. On n'en est pas là, quoi. Donc, il faut véritablement que les technocrates qui s'occupent des lois se portent plus concrètement sur la santé de nos ateliers, des salariés, et effectivement dans l'industriel où l'exposition au plomb est constante toute la journée, il faut prendre peut-être des mesures encore la plus strictes mais chez un vitrailliste, on ne manipule pas le plomb toute la journée non plus 8 heures sur 8, quoi. Voilà. Et puis les professionnels sont formés. Je pense qu'au cours de votre formation, on vous explique les dangers du plomb. Oui, quand on apprend à faire du vitrail, de toute façon, c'est évidemment une question centrale, dans le sens où c'est la base de se laver les mains, évidemment de ne pas fumer à l'atelier, mais les mains pleines de plomb, parce que ça s'est fait aussi beaucoup à une époque. Donc oui, tout à fait, ça fait partie de la formation. Après, je rejoindrai ce que disait Daniel sur le fait que je ne pense pas qu'on ait à déplorer une espèce d'épidémie de saturnisme chez tous les artisans qui travaillent le plomb. Donc on pourrait en déduire que les limites actuelles, j'allais pas dire sont suffisantes, mais sont pas dommageables aux travailleurs qui manipulent cette matière. Je vous remercie. Je vous propose qu'on écoute un autre témoignage, celui de Cécile Tessier, qui est vice-présidente du syndicat professionnel des émailleurs français. Elle nous présente son expérience de salariée au sein d'une entreprise familiale qui utilise l'émail et la position du syndicat sur les questions du plomb. Bonjour, moi je m'appelle Cécile Tessier, je suis émailleur d'art sur métaux. Je suis la petite fille Chéron, donc on est la 3e génération d'émailleurs dans l'atelier familial. Voilà, donc j'ai été présidente du syndicat des émailleurs de à peu près 2008 jusqu'à fin 2015 et je suis actuellement vice-présidente du syndicat des émailleurs. Donc c'est un syndicat qui a été créé au début du XXe siècle pour la défense des professionnels, la défense de la matière émail et la promotion de l'émail en France et à travers le monde. Donc aujourd'hui, le syndicat est doté d'un CAP émailleur d'art sur métaux. C'est lui aussi qui supervise ce CAP. Donc c'est un CAP assez particulier parce que c'est un tout petit CAP. La plupart des CAP qui n'ont que 8 à 10 élèves par an sont supprimés par l'État. Lui, il a été maintenu parce qu'il promeut et il fait perpétuer les savoir-faire de l'émaillerie d'art français. On a d'un côté à nous défendre concernant notre matière, justifier aujourd'hui que nous n'avons pas de produits substitution et que c'est très très compliqué d'en trouver et que ça a un coût, ça prend du temps et que si nous ne trouvons pas un produit de substitution d'égale valeur à notre émail traditionnel, nous allons perdre non seulement des parts de marché, notamment dans le secteur du luxe qui cherche justement des émailleurs et qui travaille avec les émailleurs, puisque ce sont des techniques très pointues. Et d'un autre côté, on se retrouve embêté, vraiment pénalisé par le fait que nous ne soyons pas anglophones. Donc par rapport à des anglophones, on n'a pas la possibilité de se défendre de façon égale, voilà, puisqu'on ne comprend pas vraiment, même si on ne comprend pas forcément exactement ce qu'ils nous demandent. Donc il y a une distorsion, à mon sens, d'égalité entre les anglophones et les non-anglophones. Et puis aussi ce manque de retour, ce manque d'informations concernant toutes les restrictions qui sortent en anglais.
et dont on n'est pas forcément au courant. Donc, en ce qui concerne mon expérience en tant que salarié du suivi médical relatif à l'exposition au plomb, voilà, alors moi je suis salariée de l'entreprise familiale, donc à ce titre je suis soumise au suivi de la médecine du travail en tant que salariée de la catégorie CMR, donc ça veut dire que je suis exposée à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Donc à ce titre, je dois bénéficier d'un suivi de la médecine du travail à peu près tous les 2 ans avec la recherche d'une plombémie par prise de sang. Donc dans les faits, je ne suis pas réellement convoquée tous les 2 ans. Voilà, je suis plutôt convoquée tous les 6 ans au mieux. On paye une cotisation qui est relativement élevée à une consultation médicale classique, puisqu'on paye à peu près 85 € par an pour une consultation qui a lieu tous les 2 ans. La dernière fois, comme je n'ai pas été convoquée, ça faisait quelques années que je n'avais pas été convoquée, donc j'ai appelé et on m'a clairement dit que ce n'était pas à nous d'appeler, mais on devait attendre la convocation. Personnellement, je n'ai pas l'impression en tant que salarié d'avoir un suivi réellement rigoureux concernant mon exposition au plomb. L'exposition au plomb des émailleurs reste quand même modérée par rapport à certaines autres professions. On manipule de l'émail qui lui-même contient un peu de plomb. Au niveau du syndicat, on travaille aussi sur la prévention. Tout ce qui est donc santé au travail. On avait également élaboré une fiche pratique avec mon ancien médecin du travail et tout ça est travaillé aussi avec les émailleurs qui se forment lors du CAP émailleur d'art sur métaux. On a quand même beaucoup d'émailleurs qui ont fini centenaires. On n'a eu aucun cas relaté et relayé d'émailleurs qui seraient morts de saturnisme, par exemple, ou qui auraient été atteints de saturnisme. Globalement, non, la profession est peu impactée, voilà, par son exposition au plomb. Nous sommes de retour à Paris sur le plateau. Suite à ce témoignage, est-ce que vous partagez ce sentiment par rapport au suivi médical ? Est-ce que c'est bien suivi ? Est-ce qu'en tout cas chacun prend en charge aussi son propre suivi ? Alors moi, comme j'ai passé la moitié de ma carrière de vitrail en salarié, je peux effectivement témoigner sur les deux situations. Je confirme qu'effectivement, en tant que salarié, on est un peu laissé dans le flou. Je crois que moi, sur mon dernier poste, si j'ai passé une visite d'embauche pour un CDD de 3 mois, le 5e mois, c'était déjà bien. Et sur les 3 années suivantes, j'ai jamais revu le médecin du travail, pour pas dire que je suis même pas sûre d'avoir eu le résultat des analyses. Donc effectivement, de ce côté-là, la médecine du travail est largement laxiste, voire dépassée. Ouais. Parce que, en général, ça m'est arrivé régulièrement dans les différents postes que j'ai occupés, que limite, ce sont nous qui faisons de l'information aux médecins du travail, savoir comment ça se passe, quelle est la limite et qu'est-ce qu'on fait. C'est un peu problématique. Oui, et du coup, en fait, ils finissent par juste lire les analyses et à se dire que, bon, bah, apparemment, vous êtes en dessous de 300, donc c'est bon, merci, un jour peut-être. Donc, c'est effectivement très, très limite au niveau de la médecine du travail. S'il mériterait peut-être de s'intéresser un peu plus au sujet. Il y a une des entreprises dans lesquelles j'ai travaillé où ils avaient commencé à s'intéresser à la chose, même pas encore à venir visiter l'atelier, mais à s'intéresser au truc, et on avait eu une petite conférence d'1 heure ou 2, je crois, pour essayer de sensibiliser les gens et de voir un peu comment est-ce qu'on pouvait s'arranger pour améliorer un peu le truc. Là, il y avait eu un début de vrai suivi, quoi. Mais dans mon parcours, ça reste exceptionnel, quoi, au niveau salarié. Et en tant qu'indépendant, le suivi, on le fait nous-mêmes. C'est-à-dire que, personnellement, je suis mon plomb régulièrement. C'est-à-dire que tous les 6 mois, au minimum tous les ans, je me fais quand même une plombémie. Mais c'est pareil, le médecin de ville, une fois qu'il voit 300 sur le papier, il vous dit bon, c'est bon, vous êtes en dessous. Après, il y a une petite, peut-être effectivement au niveau médecine du travail, truc qu'on pourrait mettre en place, c'est que sur les analyses de sang, en fait, il n'y a pas que la limite de 300. En fait, il y a 3 seuils différents. Il y a le seuil de la population lambda, qui n'a pas d'exposition particulière au plomb. Il y a le seuil de travailleurs exposés, on va dire,
indicatif, idéal, entre guillemets. Et il y a le seuil limite à ne pas dépasser du travailleur exposé. C'est-à-dire que normalement, quand on passe entre le seuil idéal et le seuil limite, on est censé, c'est marqué sur les analyses en plus, avoir un suivi renforcé du salarié. Et je crois de mémoire que pour les femmes, ce seuil-là, il est entre 100 et 150. Ce qui correspondrait du coup en fait à ce qu'ils voudraient abaisser complètement. Sauf que, en fait, alors que là, c'est déjà finalement quelque part en place. Le renfort de suivi qui devrait être mis en place par la médecine du travail est complètement inexistant. Alors que peut-être que la résolution du problème pourrait commencer par là. Pour les femmes, je crois qu'il y a aussi une question liée au fait d'avoir des enfants. Quand elles sont enceintes, il faut absolument limiter le contact au plomb. Et j'imagine que les femmes aujourd'hui qui travaillent par exemple dans votre corps de métier sont au courant de ces taux, de ces seuils qu'il faut respecter. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, les seuils ils sont effectivement définis pour quelqu'un qui, on va dire, qui est tout seul. Dans l'occurrence, voilà, c'est ça, qui porte personne d'autre, et pas un fœtus en particulier, parce que le plomb effectivement a une incidence sur le fœtus et risque d'altérer son développement. Mais donc ça, toutes les salariés du vitrail en ont conscience et en ont connaissance. Et j'ai eu plusieurs collègues qui ont eu des enfants assez récemment, et de toute façon, on sait qu'à partir du moment où on a un désir d'enfant, on va déjà s'y prendre à l'avance, s'arranger pour être d'autant plus vigilante que d'habitude, où des fois on a un petit peu la flemme de se dire je vais faire attention, ou je vais pas mettre de masque ou quoi. Je pense qu'une femme qui travaille dans le vitrail et qui a un désir d'enfant va être encore plus rigoureuse que d'habitude pour réussir à faire descendre ce taux de plomb, pour éventuellement prendre un traitement pour détoxifier un petit peu, pour pouvoir atteindre un taux minimum. Parce que je pense que la priorité de toute mère est que son enfant se porte bien. Donc évidemment, on ne va pas jouer avec ça là-dessus. Je vous remercie pour ces précisions. Donc effectivement, cette réglementation, c'est un vrai souci pour les métiers d'art. Je crois qu'Atelier d'Art de France s'est entouré d'un avocat pour faire valoir ses droits, ou en tout cas essayer d'avoir une parole qui porte peut-être plus haut. On va entendre son témoignage. Il s'agit de monsieur Jean-Marc Moinard, qui est donc avocat. Donc, je me présente, je suis maître Jean-Marc Moinard, je suis avocat au barreau de Paris depuis 20 ans, avec une spécialisation très particulière, puisque je n'interviens qu'au titre du droit de la consommation. Donc, c'est à ce titre que j'ai été sollicité par Atelier d'Art de France afin de leur adresser un mémoire sur la VLEP du plomb, et notamment les modifications ayant été apportées ou entre guillemets étant discutées au sein de l'ECHA, qui est l'agence des substances chimiques en Europe, basée à Helsinki, et un abaissement des seuils de cette VLEP, donc je rappelle l'acronyme valeur limite d'exposition professionnelle, et notamment applicable, et c'est là où se situe mon expertise, applicable plus particulièrement aux ateliers, aux artisans d'art. Évidemment, on connaît tous les effets délétères établis au niveau du plomb, donc là-dessus, pas de discussion possible. Elles ont été établies depuis des décennies et ne sont donc plus à démontrer, notamment par inhalation, surtout les vapeurs de plomb, la manipulation de plomb étant moins délétère. Donc, à ce titre d'ailleurs, cette réglementation est ancienne, elle était connue, et on a aujourd'hui une VLEP qu'on pourrait qualifier de nationale, mais qui sera modifiée dans les prochaines années, voire les prochains mois, par ces nouvelles réglementations communautaires, puisqu'il y a ce qu'on appelle une primauté du droit communautaire sur le droit national. Donc, elles viendront s'appliquer de manière harmonisée dans tous les pays de l'Union européenne, de manière équivalente. Et donc, il y aura un fort impact, notamment sur les artisans qui vont continuer à manipuler le plomb. Alors, il n'est pas question d'interdire la manutention du plomb. On en a un bon exemple avec la réfection des vitraux de la cathédrale de Nantes.
on parle de la cathédrale évidemment Notre-Dame, mais très récemment l'incendie de la cathédrale de Nantes, puisque les vitraux ont été pour bonne partie récupérés, mais il va falloir les recéler et on va évidemment, au niveau du patrimoine, se servir du plomb, pas d'une autre matière. Mais compte tenu de cette valeur, encore une fois, de VLEP qui sera considérablement abaissée, c'est un véritable défi pour les artisans d'art de pouvoir y souscrire, puisque ces artisans d'art peuvent travailler seuls dans leurs ateliers ou peuvent être à la tête aussi de TPE, voire PME, mais encore une fois, quelques dizaines de travailleurs. Et les mesures éventuellement proposées par l'ECHA pour arriver à satisfaire à cette VLEP ne sont clairement pas adaptables à ces petites structures, eu égard au coût économique de ces investissements et de ces équipements. Donc, fallait-il bien entendu y renoncer et exposer ces artisans d'art au risque inhérent à l'utilisation de ce plomb? Bien entendu, absolument pas. Donc, nous avons tenté de développer au titre de cette analyse des moyens finalement extrêmement simples, peu coûteux, en tous les cas beaucoup moins coûteux que ceux proposés dans le cadre, on va dire, industriel. Et ce que je vous propose effectivement de développer à ce niveau-là, c'est finalement ces moyens, alors, qui sont connus, hein, puisque évidemment on a énormément parlé des masques avec la pandémie du Covid. Eh bien, il existe des masques particuliers, non pas à destination médicale, mais industrielle. On parle d'équipements de protection, individuelle, et on parle de FFP3. Hein. Donc, c'est des masques avec une capacité filtrante extrêmement importante, beaucoup plus d'ailleurs filtrant que ceux utilisés pour le Covid, et qui protègent, s'ils sont changés régulièrement. Hein. On connaît tous maintenant c'est vrai qu'avant, tous les gens étaient un peu ne savaient pas comment servir d'un masque. Bon, maintenant, je pense que tout le monde sait ce qu'il faut s'en servir et que ces masques, finalement, ont une durée de vie qu'on peut évaluer à 4 heures. Alors, certains ont des recharges, certains sont jetables. Bon, alors, je ne développerai pas plus sur les caractéristiques de ces masques. Ce qu'il faut retenir, c'est des FFP3 qui garantissent une filtration optimale quant à ces vapeurs de plomb, qui protègent donc le travailleur, l'artisan d'art, de ces vapeurs de plomb. Il y a aussi dans ces mesures assez faciles à mettre en œuvre, le port de vêtements spécifiques lorsque le travail du plomb est effectué. En l'occurrence, moi je recommanderais, je ne suis pas un grand spécialiste, mais vous avez ce qu'on peut appeler des bleus de travail. Des bleus de travail qui ne seront utilisés par l'artisan que lorsqu'il travaille le plomb. Il va travailler peut-être d'autres matières. Donc, ces vêtements ne seront utilisés que lorsqu'ils travaillent le plomb et seront, si possible, je le recommande fortement, lavés sur place. Alors bon, c'est évidemment l'achat d'une machine à laver pour que finalement ce plomb qui va se déposer sur ce textile ne contamine pas ce qu'on pourrait appeler le linge de maison. Donc il y a ce qui reste, les vêtements d'atelier restent dans l'atelier, sont lavés sur place. Ainsi, pas de problème de contamination d'autres produits, d'autres linges, et notamment ce que j'appelle moi le linge de maison. Donc ça, c'est une deuxième mesure assez facile à mettre en œuvre. On peut aussi, si possible, que l'artisan travaille ce plomb dans une pièce dédiée, isolée. Alors bon, pas complètement scellée, on ne va pas aller jusque-là, mais enfin hermétique, je dirais, mais dans une pièce dédiée qu'il aérera régulièrement, si possible lorsqu'il travaille le plomb. Si ce n'est pas possible, cette pièce sera nettoyée avec une grande minutie régulièrement afin d'en enlever effectivement toutes les poussières de plomb. Donc ça, c'est très important. Quoi d'autre? Il faudra aussi que, si vous voulez, les artisans d'art puissent être suivis et faire l'objet de diagnostics médical réguliers de la part des médecins afin de savoir si effectivement on trouve des traces de plomb dans leur sang et afin éventuellement
de remettre en œuvre d'autres mesures si ces mesures ne s'avéraient pas satisfaisantes. Voilà, donc c'est l'intérêt de toutes ces mesures. Des mesures, encore une fois, peu coûteuses, mais évidemment, à l'évidence, moi, je n'ai pas cherché les mesures les moins coûteuses. J'ai cherché le meilleur rapport protection avant tout et rapport, voilà, et le coût pour les artisans. Mais si ces mesures conjointes sont appliquées, je pense qu'on pourrait arriver à atteindre une VLEP qui soit inférieure au seuil, même abaissé, tel que abaissé par la réglementation en devenir de l'échange. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le sujet. Nous sommes de retour à Paris. Nous avons donc bien entendu à nouveau les questionnements qui peuvent avoir sur cette réglementation. Monsieur Moinard a rappelé les moyens qui sont mis en place aujourd'hui, finalement, dans la majorité ou la totalité des ateliers des métiers d'art aujourd'hui. Est-ce que vous voulez rebondir sur les conclusions de M. Moinard sur réussir à atteindre le fameux seuil proposé par la réglementation? Déjà, moi, ce que je voulais dire, M. Moinard, c'est un juriste donc, qui se positionne aussi par rapport à la législation qui va être en cours. Moi, je me positionne plus sur les pratiques qui sont dans nos ateliers. Je pense qu'on n'attend pas systématiquement des nouvelles réglementations plus strictes pour s'occuper de notre santé. Ça, c'est le premier point. Car le secteur des métiers d'art, j'ai envie de le dire comme ça, c'est que nous, on pratique l'économie durable toute l'année. On n'en parle pas, nous, de la transition écologique. Dans nos ateliers, on essaye d'être précautionneux, on fonctionne en circuit court, en partenariat. Nos productions ne sont pas délocalisables. Donc, quelque part, on a une attention toute particulière à notre santé, à ne pas polluer l'atmosphère et pas se mettre en danger. Les métiers d'art, ça, c'est des valeurs qui portent au corps. Et pour revenir sur... Donc, il faut prendre des précautions, il faut laver les vêtements, il faut... Mais ça, je pense que les professionnels qui travaillent l'opium, avec un ami, il y a 2 ans de ça, je l'ai aidé car un vitrailliste, car il devait restaurer des vitraux et moi changer l'encadrement. Je suis allé avec lui sur le chantier. Quand il est monté de démonter le cadre avec moi, il a mis une salopette et dans la mairie même, puisque c'était dans une mairie, il a quitté sa salopette avant de reprendre son véhicule. Moi, je me demandais ce qu'il faisait, quoi. Mais lui, c'est son travail. Donc, les précautions, elles existent. Et sur ce terrain-là aussi, Atelier d'Art de France travaille en partenariat avec l'ARACT, qui est l'agence régionale d'amélioration des conditions de travail en Île-de-France, pour justement mettre à disposition des professionnels des métiers d'art des guides de bonne pratique pour l'utilisation du plomb. Il y a la GMF aussi qui a construit un guide plomb qui était édité en partenariat avec le ministère de la Culture, où on pourrait s'interroger, c'est que les autres ministères n'ont pas collaboré et ne relaient pas ce document. Alors que c'est un document qui est historique, qui est patrimonial, qui prend soin de la santé des professionnels et qui mentionne des préoccupations, mais très concrètes, que les professionnels peuvent encore s'approvisionner pour être encore plus précautionneux. Mais ce document-là, je pense qu'il est beaucoup plus important que dire que demain, la norme, c'est 150. Bien sûr, oui, je comprends. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Amandine ?
Oui, alors moi je rejoindrai Daniel effectivement sur ce guide Plomb qui a été édité et qui devrait être diffusé à la fois à l'ensemble des professionnels mais aussi de ceux qui nous encadrent en fait au niveau de la santé, puisque finalement c'est presque nous qui faisons de la pédagogie de ce côté-là, pour que le travail soit commun partout en fait et qu'on avance tous dans le même sens. Effectivement, je pense qu'on a plus besoin d'un vrai engagement de chaque poste là-dessus que sur une nouvelle réglementation, puisqu'on peut constater que c'est pas un vrai problème, enfin c'est pas un problème sanitaire majeur dans le sens où effectivement il faut faire attention évidemment, c'est pas ce que je dis, mais on n'a pas c'est pareil, autant chez les émailleurs elle disait qu'il y avait des centenaires, chez les verriers aussi. Enfin, j'ai jamais vu en atelier des gens qui étaient malades à cause du plomb. C'est une limite qui est attention, mais les symptômes sont jamais déclarés dans le sens où on s'arrête largement avant, puisque la limite est suffisamment basse déjà pour ça. Alors évidemment, l'idée c'est qu'on limite le maximum de chaque risque, même au plus bas, donc de descendre toujours le plus bas possible. Mais est-ce que pour ça il faut légiférer? Je suis pas sûre, parce que j'ai surtout peur qu'en fait une législation trop contraignante et un impact négatif sur le salariat dans les entreprises de vitrail. J'entends par là que dans le vitrail, en fait, on est 80 à 90% de femmes maintenant dans les écoles, et donc du coup, forcément, après, en tant que salarié. Et que si on a une limite trop basse, en fait, la question que je me pose, c'est est-ce que les employeurs, ils vont pas avoir tendance à dire aux femmes qui se présentent ah ouais, non, mais ça va être trop compliqué, en fait, de réussir à tenir un taux suffisamment bas, parce qu'en fait, un taux qui dépasse, ça veut dire un arrêt de travail. Et on a besoin de produire, on est là pour ça. Et tous les arrêts de travail, je ne peux pas les gérer. Donc, est-ce que c'est pas plus simple que tu te mettes à ton compte en auto-entrepreneur et que je te sous-traite? Sauf que le suivi en tant qu'indépendant, il est encore moindre qu'à la médecine du travail. Et encore plus d'autant plus pour le congé maternité. Les conditions de congé maternité dans le vitrail, c'est quand on est au courant qu'on est enceinte, on s'arrête tout de suite. Alors qu'un indépendant, on sait tous très bien qu'en fait, il va être à sa table de travail jusqu'à ce qu'il puisse plus tenir debout. Et si elle accouche le lendemain, c'est pas plus étonnant que ça, quoi. Donc, ce serait, je pense, plus dommageable, en fait, presque, si c'est trop contraignant, plutôt que d'avoir une vraie pédagogie de l'ensemble des acteurs du secteur. Autant vraiment en coordination entre les artisans et les professionnels de santé, parce que notre priorité à tous est la même, c'est la bonne santé de tout le monde. Effectivement, je vous remercie d'avoir souligné ce questionnement sur les conséquences que pourrait avoir cette réglementation, dont on ne pourrait pas forcément penser. J'espère que les actions menées par Ateliers d'Art de France permettront de ne pas appliquer, ou d'avoir une dérogation, je ne sais pas, pour cette réglementation, et que vous pourrez continuer à travailler autant en création, effectivement, que sur notre patrimoine. Je garde le mot de la fin. Si vous n'avez plus rien à ajouter. Je vais terminer cette émission en vous disant que nous avons d'autres sujets qui sont à retrouver sur notre plateforme, qui sont toujours menés dans le cadre du Forum du patrimoine. Je vous remercie beaucoup pour votre participation et je vous dis à bientôt.